Bonjour, je m'appelle Sophie Léran, je suis chercheure au CIRAD depuis 1 an et demi dans une équipe qui s'intéresse à l'adaptation des caféiers au changement climatique. Je suis Stella Césari, je suis chargée de recherche à l'INRA. J'ai été recrutée à 32 ans au sein de l'UMR de biologie et génétique des interactions plantes-parasites. Et je travaille dans l'équipe ICAP pour interaction céréales-agents pathogènes. Donc je suis récemment recrutée à l'INRA en 2018. J'ai obtenu un baccalauréat S, à la suite de quoi j'ai fait un DUT génie biologique avec une option agronomie. Et ensuite, j'ai intégré une classe prépa BCPST pour les écoles agro-véto. Et à la suite de cette année de prépa, j'ai pas eu le concours pour aucune des écoles d'agronomie que je souhaitais. Donc j'ai intégré la fac à Montpellier en licence BFP, biologie fonctionnelle des plantes. Et j'ai continué avec le master BFP. Et donc à la suite du stage de 6 mois de Master 2, dans l'équipe où j'étais, ça se passait très bien. J'ai passé le concours de l'école doctorale que j'ai eu. Et donc j'ai été financée par une bourse INRA. C'est un type de bourse qui n'existe plus, c'est dommage d'ailleurs, parce que c'était 5 ans, 3 ans de thèse et 2 ans de postdoc. Donc en fait, à la suite de la thèse, j'avais déjà mon postdoc. Donc je suis partie aux États-Unis dans un laboratoire à New York, à l'université de New York. Et la bourse INRA ne payait pas beaucoup, donc j'ai appliqué pour un financement EMBO. C'est un organisme qui finance des bourses de postdoc et des postes. Donc là, j'ai eu une bourse long term fellowship de EMBO. Et je suis restée 2 ans en postdoc en tout. Donc la première année de postdoc, j'avais postulé pour un concours d'enseignant-chercheur à Toulouse, que j'ai pas eu. J'avais pas fait d'enseignement pendant ma thèse, donc c'était un peu logique. Et la deuxième année, j'ai postulé pour ce poste au CIRAD et je suis rentrée pour passer l'interview et j'ai été sélectionnée. J'ai eu la chance de faire qu'un seul postdoc et de tomber sur ce poste qui correspondait exactement à ce que je voulais et qui correspondait aussi à mon parcours. Donc j'ai fait mes études scientifiques à l'Université des sciences de Montpellier. Donc j'ai suivi un cursus LMD classique où en fait j'ai fait la licence et le master dans le parcours biologie fonctionnelle des plantes de la fac. Ensuite, suite à ça, j'ai passé le concours de l'école doctorale de l'école qui s'appelait CIBAG à l'époque. Et j'ai obtenu une bourse pour faire une thèse CJS-INRA au sein de l'UMR de BGPI. Donc j'ai fait cette thèse sous la direction de Thomas Croy sur les interactions entre le riz et le champignon pathogène magnaporthéorisé. Et suite à cette thèse, grâce à mon contrat jeune scientifique INRA, j'ai pu partir en post-doctorat en Australie. Donc j'ai travaillé au CSIRO, qui est un peu l'équivalent de l'INRA en Australie, à Canberra. Et j'ai travaillé dans l'équipe de Peter Dodds sur des protéines de résistance à la rouille noire du blé et sur l'analyse de ces récepteurs. Et donc j'ai fait mon post-doctorat CJS-INRA là-bas. Et à la suite de ce CJS, j'ai obtenu un autre post-doc au CSIRO. Donc au total, je suis restée 3 ans et demi en Australie, avant de revenir en France au bout de 3 ans et demi pour faire un post-doctorat ici, au sein de l'UMR BGPI, qui a duré environ 2 ans. Et suite à cela, en 2018, j'ai passé le concours. On s'intéresse à l'adaptation des caféiers au changement climatique. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'ai des plantes de caféiers qui sont cultivées en Amérique centrale ou en Asie ou au Vietnam. Et je les mets dans des conditions contrôlées, donc dans ce qu'on appelle des chambres de culture ou des phytotrons, sur lesquels je règle la température, la lumière, le CO2. Et en fait, je regarde s'il y a des variétés qui sont plus ou moins bien adaptées à des changements de lumière ou de température. En fait, on essaie de mimer les conditions climatiques de 50 ans et voir quelles seront les meilleures variétés adaptées à ces changements climatiques. Alors, je travaille sur les interactions entre les céréales et les agents pathogènes. Et en particulier, mon travail est focalisé sur l'interaction entre le riz et un champignon phytopathogène qui s'appelle magnaporthéorisé et qui est responsable de la périculariose, qui est une des maladies les plus importantes chez le riz. Et dans le contexte de mes recherches, je m'intéresse en fait à la manière dont le champignon arrive à infecter la plante et la manière dont la plante se défend et reconnaît l'agent pathogène. C'est un coup de chance dans le sens où j'avais le profil qui correspondait à ce qui est recherché et que j'avais déjà une thèse en agronomie, plus un postdoc à l'étranger, ça y joue aussi.
c'était le bon projet au bon moment. Moi, je savais que j'avais fini mon postdoc, que je voulais rentrer en France. Il y avait ce concours-là dont le profil de poste correspondait. Et après, c'est un concours, donc il y avait une quinzaine de personnes dans le jury. Puis ça se fait un peu au feeling, un peu à la présentation. J'ai passé le concours de chargé de recherche de classe normale de l'INRA en 2018. Donc c'est un concours qui est national, qui a lieu chaque année. Et en fait, ce concours se déroule en 2 étapes. La première étape, c'est la phase d'admissibilité. Donc c'est un dossier scientifique et un dossier administratif qui résume un peu votre parcours scientifique jusqu'à maintenant, avec un CV, un rapport. Donc c'est un dossier très complet. Donc ce dossier est jugé. Et si on passe la phase d'admissibilité, on passe à la phase d'admission, c'est-à-dire qu'on est convoqué pour un oral qui a, dans mon cas, eu lieu à Paris, et on est amené à être interviewé. Et dans mon cas, c'était une interview qui durait 8 minutes, où je revenais sur mon parcours scientifique et mes motivations pour le poste qui était proposé. À l'issue de cette présentation, j'ai eu environ 35 minutes de questions, qui étaient des questions généralement scientifiques, pour la majorité. Donc c'est comme ça que j'ai été recrutée à l'INRA. D'abord, la phase d'admissibilité, c'est beaucoup basé sur les critères scientifiques, c'est-à-dire la qualité du rapport scientifique, donc qui se manifeste aussi par les publications scientifiques, évidemment. Donc l'impact des publications, mais pas forcément que l'impact factor, mais aussi si des publications ont été beaucoup citées. Donc ça, c'est très important pour juger de la qualité scientifique. Donc ça, c'est pour la phase d'admissibilité. Durant l'admission, vraiment, il faut se dire que le jury, il recrute un collègue de travail aussi. Il faut rester calme, il faut faire des réponses plutôt concises et bien argumentées. Et ensuite, je dirais, rester naturel, pas s'énerver, bien expliquer ce qu'on a envie de dire. C'est une vraie opportunité aussi de montrer qu'on sait des choses, qu'on a des connaissances. Donc le prendre aussi un peu comme une opportunité et pas le fait d'être jugé ou des choses comme ça. Donc essayer de le prendre de manière positive. La majorité des questions qui sont posées au concours, c'était des questions vraiment ciblées sur le sujet. Savoir si on a vraiment les connaissances qu'il faut, les compétences théoriques et techniques qu'il faut pour aborder un sujet de recherche précis. Après, il y a des questions qui peuvent être surprenantes. Par exemple, moi, à la fin de mon interview, on m'a dit alors rien à voir avec ton sujet, mais parle-moi d'un papier que tu as lu qui t'a marqué. Voilà. Mais c'était un papier qui devait être en dehors du sujet. Et donc c'est vrai que c'est déstabilisant parce que souvent quand on prépare un concours, on est très ciblé, très focalisé sur sa thématique. Et donc ce genre de questions, voilà, il faut s'attendre aussi à des questions qui sortent un peu du lot. Et qui sont aussi des questions qui ont pour but en fait de voir si le candidat se déstabilise lors de l'entretien ou s'il arrive à sortir une réponse plutôt convenable. Les responsabilités, donc ça commence par la mise en place et le suivi de projets, d'expérimentation, l'encadrement d'étudiants, la rédaction d'articles scientifiques en fonction des résultats obtenus. C'est beaucoup d'expérimentation et beaucoup de rédaction de projets. La curiosité, je pense. La curiosité, le goût pour la science et les expérimentations. La persévérance, parce que des fois quand ça ne marche pas, il faut avoir le courage de le lendemain se dire on réessaye. Et puis de la rigueur du coup. Et de l'adaptation aussi, je pense, parce que le fait que les expérimentations changent régulièrement, il faut toujours avoir des nouvelles idées, être prêt à faire des nouvelles expérimentations. Selon moi, pour réussir dans la recherche, il faut être vraiment créatif, il faut avoir une certaine vision, être motivé, avoir une certaine persévérance aussi. Il faut être passionné par ce qu'on fait, intéressé par la thématique dans laquelle on travaille. Il faut aussi des bonnes compétences, à mon avis, aussi en communication actuellement, donc c'est important. Savoir rédiger des articles, parler en anglais, faire des présentations. Et aussi, de plus en plus, je suis impliquée dans des tâches d'encadrement, soit d'étudiants, soit de personnel technique. Donc il faut aussi avoir certaines qualités de management. L'obtenir. Parce que pour avoir le concours et avoir ce poste-là aujourd'hui, c'est compliqué. Non, mais il ne faut pas se leurrer. Hein. Il y a déjà de moins en moins de bourses de thèse. J'en suis désolée pour les étudiants en master qui veulent faire une thèse, mais d'un côté, c'est pas plus mal parce qu'il y a de moins en moins de postes.
Donc après, une fois qu'on a une thèse, ça, il faut se le réfléchir aussi parce que ça ferme des portes sur certains postes. J'avais postulé pour les concours ingénieur à l'INRA et avec une thèse, on ne peut pas. Donc ça se réfléchit. Ingénieur d'études, pas de recherche. Ouais. En tant que chercheur nouvellement recruté, une des difficultés, c'est qu'on est plein d'enthousiasme, on a plein d'idées en fait, on a envie de faire plein de choses. Donc on a un peu aussi, dans mon cas, j'ai plein de projets, de petits projets en fait, collaboratifs et des choses comme ça. Donc il y a plein de choses qui se passent et c'est de rester bien focalisé en fait, de bien définir les priorités. La pression liée aux publications, je dirais qu'elle est importante en thèse et... Enfin, elle est importante en général, on va dire. Mais en thèse, elle est cruciale parce que pour soutenir, il faut au moins une publication en premier auteur. Ensuite, en postdoc, elle est vraiment très importante parce qu'on est jugé là-dessus en fait. Donc si on fait un postdoc et qu'on ne publie pas, ça a un peu un impact un peu négatif sur le postdoc en question, quoi. Et puis lors des recrutements, on est aussi jugé par rapport à la qualité des publications. Ensuite, maintenant que je viens d'être recrutée, je dirais que si j'encadre un étudiant, en thèse par exemple, ou un postdoc, c'est vrai que la pression, il faut que l'étudiant arrive à soutenir sa thèse, donc elle existe aussi, quoi. Enfin, l'encadrant est aussi responsable de ce que les étudiants arrivent à produire durant leur thèse. Donc voilà, c'est une pression qui existe encore. Elle est, je pense, un peu différente. Et en tout cas, en postdoc, vu que c'est la majorité de mon expérience jusqu'à maintenant, ça fait que 2 mois que je suis recrutée, donc du coup, la majorité de l'expérience que j'ai, c'est essentiellement les postdocs. C'est vrai que la pression de publication était importante, oui. La recherche en France, c'est la recherche en équipe. Par exemple, aux États-Unis, c'était plus compliqué parce que ce genre de poste, ça n'existe pas en fait. C'est des postes justement d'enseignement de professeurs. Et c'est à partir du moment où on n'est plus postdoc, on est professeur, donc on monte son labo et on dirige des postdocs et des thésards. En France, c'est pas pareil. En fait, j'ai intégré une équipe où on est 12 permanents, et donc c'est que des travaux en équipe, et je suis quand même soutenue et encadrée. Les évolutions, donc en gros là j'ai été recrutée chercheur, donc j'ai des responsabilités d'encadrement, de rédaction de projets, de suivi de projets. Après, les évolutions possibles, c'est passer l'HDR, c'est l'habilitation à diriger les recherches. Donc ça permet d'encadrer des doctorants. Et ensuite, on peut prendre davantage de responsabilités, comme la gestion de plateformes, par exemple, plateformes de microscopie ou d'analyse, et la direction d'équipe ensuite, puis la direction d'unité ou de laboratoire. Ça, j'en suis pas encore là. Au niveau des recherches bibliographiques, donc il existe différents outils en fait pour faire de la biblio. On peut en fait mettre des alertes sur certains articles, et donc chaque fois qu'un article va être cité, on recevra les nouveaux articles qui citent cette publication-là, par exemple. Donc ça permet d'être au courant des gens, par exemple, qui vont citer vos articles ou qui vont citer des articles qui vous intéressent. Donc voilà, après, c'est un petit milieu aussi. On est souvent amené à faire ce qu'on appelle du reviewing, c'est-à-dire qu'on nous envoie des articles pas encore publiés à évaluer, on va dire. Et donc ça permet aussi d'être au courant de ce qui se passe même avant que les articles soient publiés. Et voilà, c'est aussi, au bout d'un moment, on se rend compte que c'est un petit monde, on commence à connaître bien les équipes qui travaillent dans nos thématiques. Donc il suffit sur PubMed de taper quelques noms, et voilà, on voit tout de suite la liste de publications, les articles les plus récents qui sont sortis. Et il y a aussi certains scientifiques qui utilisent des outils un peu comme des outils en ligne, comme Scoopit, par exemple, où ils vont mettre tous les articles qui les intéressent. Donc il suffit de regarder par exemple sur certaines pages et hop, on voit qu'il y a des nouveaux papiers qui sont sortis et on peut les lire aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de façons différentes de faire de la biblio. Et en général, oui, il y a beaucoup d'articles qui sortent chaque mois. Donc il faut aussi faire une sélection de ceux qui paraissent les plus intéressants et les plus pertinents. Ça, c'est un conseil que je donne. Si après la thèse, vous ne savez pas trop quoi faire, un postdoc à l'étranger, c'est toujours une bonne ligne sur un CV. Et puis ça permet de découvrir comment se fait la science ailleurs et d'ouvrir des perspectives.